comment ça va? Écoute, ça va pas mal, ça va bien parce qu'on va s'amuser tous les deux déjà. Oui, Enfin, tous les deux et ton équipe à faire une belle expo. Sache que ici, il y a toute mon histoire. Dans ce bâtiment, tu veux dire? Il y a toute mon histoire. Si tu fouilles dans les tiroirs, il y a mes cahiers d'école, et il y a ma machine à calculer, et puis il y a moi là, ici. Regarde, alors là, tu vois, regarde, il y a moi et moi là. Magnifique. Tu vois la différence? Est-ce que je suis mieux maintenant en plus? Oh, t'es beaucoup mieux, t'étais un peu, j'aime pas trop là. Là maintenant, on sent l'expérience. C'est assez drôle, et puis t'as mon père qui est derrière. Ah, c'est ton père. Hein. Qui me surveille là, qui va toujours surveiller d'ailleurs. Comment on a fait connaissance tous les deux alors? En fait, moi je te connais depuis très longtemps, mais à l'époque tu me connaissais pas. Enfin, c'est dans les années 67, 8. À 108, moi je te connaissais, enfin tu me connaissais pas parce que j'étais un client. Pour moi, Renoma, c'était la marque qu'il est toujours, mais c'était vraiment la marque de celui qui habille toutes les stars du rock. Et à l'époque, je travaillais dans un petit fanzine où on faisait des critiques de disques, une marque hyper chère. C'était pour les rockstars, les machins, les gosses de riches. C'était une époque qui était incroyable parce qu'on avait, par rapport à maintenant, il y avait des clients, j'appelais pas des clients parce qu'on était tous copains. Si un type n'avait pas un costard Renoma, il était parti ou il ne pouvait pas draguer. Il y a pas de bien sûr. Tu as connu ça, c'est pour ça que Pour ça que je rêvais d'en avoir un. C'est pour ça que tu as appris ton manteau Renoma voilà, pour les gonzesses. C'est exactement ça. Donc. Et alors maintenant, tu fais des tableaux, c'est pas pour les gonzesses quand même. Non, c'est pour c'est que du plaisir, qu'une passion monomaniaque. Où dès que j'ai commencé à gagner incroyable. 1 centime, j'ai tout mis tout le temps dans la collection. 80% est dans la collection. Maintenant que tu es milliardaire, tu vas peut-être me prêter un peu de rond maintenant, dis-moi. Je suis pas milliardaire du tout, c'est virtuel. Attends, j'ai donné la moitié de ma collection, je l'ai donnée. Et maintenant, je suis venu depuis une vingtaine d'années, je suis très attiré par l'art brut. Pourquoi c'est un travail fantastique? Parce que c'est ça le truc. Ce qui est en fait extraordinaire chez ces gens qui sont quand même dans une forme de marginalité psychique, sociale, enfin tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est qu'ils sont tellement dans leur intériorité en même temps que évidemment ils utilisent leur propre vocabulaire, leur propre grammaire, leur propre savoir. Et comme en plus ça ils sont obsessionnels et qu'ils ne font que ça, finalement ils arrivent à fabriquer des œuvres d'abord qui sont uniques parce que ça ressemble pas à celle du voisin, et puis en plus de ça il y a une perfection plastique absolument extraordinaire et bouleversante. I want to learn how to retrieve my memory. So I'm doing all this studying by myself alone, right? Breaking things down, compounds, exponents, elements, and all that. Then I found the atom. That's the atom for immortality. Comme effectivement, parce que l'art brut c'est pas un courant, on l'appelle art brut parce que ça réunit comme ça des artistes qui ont en commun des formes de marginalité sous toutes les formes qu'on peut imaginer, mais en fait c'est pas une école. On ne devrait pas l'appeler art brut. D'ailleurs, le fait de montrer ces artistes, c'est une ouverture pour les gens. C'est une rencontre très intéressante. Et c'est vrai que plus ça va, et plus je rentre dans cet univers. Mais d'ailleurs, tous les peintres sont partis un peu de l'art brut. Hein. En tout cas, ça a toujours été un petit peu un mythe, quoi. Comment est-ce que des gens aussi fracassés de la vie arrivent à produire des choses aussi extraordinaires? Ça, c'est absolument fabuleux, c'est une espèce de miracle. Hein. Et c'est vrai que quand tu regardes l'histoire du XXe siècle, tous les grands artistes les prenaient un peu comme des espèces de modèles, sinon des interrogations. Et c'est vrai que ça a influencé toute l'histoire du XXe siècle. Du moins, sinon influencé, en tout cas, interrogé l'histoire de l'art du XXe siècle. Donc je vois que dans mes dessins, je faisais à l'école et tout, c'est de l'art brut, et mon écriture c'est de l'art brut. En fait,
Je pense que l'art brut, c'est un peu l'écriture automatique. Si je me mets ma main sur la table, je vais écrire. En plus, j'étais gaucher, on m'a forcé à être de la main droite. Mais si j'écris, en plus, ça se fait si j'écris de la main gauche. Oui, puis ça s'arrête pas. Ça tricote. Oui, ça tricote. Et je crois que tout le monde a ça, mais il faut laisser son esprit vagabonder. Hein. C'est le hasard. Il y a des mots qui sortent, magnifiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des phrases qui sont arrivées, qui ne sont pas de moi. Hein. Elles viennent d'ailleurs. Non, mais c'est exact. Ce que tu racontes, s'il fallait donner des définitions que je ne donnerais pas, c'est vraiment ça. C'est la main qui va chercher quelque chose là-haut, c'est ton cerveau qui s'en va et qui va à la pêche et qui revient avec des signes, à toi de les découvrir. Voilà. Et c'est ça qui m'intéresse dans l'art brut, c'est que les types sont d'une certaine liberté, puisqu'ils ne sont pas éduqués comme nous, comme vieux, on devient des poissons rouges, donc peut-être qu'on ne pourra plus créer. Non, mais tout à fait. Oui, donc la création, elle vient de la liberté de l'esprit, de vagabondage. C'est pour ça que c'est passionnant, parce qu'il y a une créativité, il y a une inventivité, et puis ça ne ressemble pas à ce que fait le voisin, donc on est toujours émerveillé. On n'a pas envie on a envie de sortir du cadre. Oui, de son petit pot de... C'est une rencontre extraordinaire. Moi, je suis tellement content de travailler, de faire connaître ces artistes. De faire une exposition avec toi, grâce à toi d'ailleurs. J'ai commencé il y a 40 ans. Il y a 40 ans. Dans les années 80, donc 80, ça fait plus de... Oh là là, 1978. Aussi être inspiré aussi, on est inspiré. C'est la rue qui inspire, l'inspiration de la rue. Moi je suis un couturier de la rue, parce que je pompe dans la rue. Il n'y a pas plus riche que la rue. Ben oui. Mais l'art brut aussi, c'est ça. Hein. La plupart de ces artistes, ils pourraient vivre dans la rue. D'ailleurs, certains vivaient dans la rue, et puis ils sont dans la marge, dans la marge absolue de la société, soit psychique, soit matérielle. Pour les créateurs, c'est très important d'observer la rue. Ben oui. Si on parle un peu de l'expo, moi ce que je vais essayer de montrer à un public, alors d'abord ce qui est intéressant, c'est que c'est un public que je ne connais pas du tout, parce qu'on est donc, tu nous fais l'honneur de nous inviter dans l'appartement qui est au-dessus de tous ces vêtements extraordinaires. Donc l'appartement est honoré de ta présence. On est heureux ensemble. Et d'avoir des artistes extraordinaires. Voilà, et là je vais vraiment mettre le top du top, parce que ça va de choses d'artistes qui aujourd'hui ont une cote, et donc effectivement il y a des prix, mais aussi il y a des artistes qui sont pas du tout connus et voilà, qui sont accessibles pour tout le monde. Notre exposition s'appelle Matière Brute. Brute, oui. Mais je préfère Matière Brute parce que art brut, c'est... Non, mais c'est bien, parce que ça veut dire que c'est nos deux, et puis tout ça se rejoint. Le process se met en route, mais ça part toujours effectivement d'une espèce de chose qui vient d'en haut, puis qui donne l'impulsion. C'est ça qui est intéressant. Si ça vient d'en haut, c'est qu'il va à nous de le déchiffrer. Oui. Donc ça vient du mystère, quoi, et puis ça fabrique... Alors reparlons de ton exposition. Donc cette exposition, on va montrer effectivement ce qu'on appelle aujourd'hui, on finit par dire ça, ce qui est incroyable, des classiques de l'art brut, des œuvres qui datent du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, donc qui ont 100 ans maintenant, et puis des choses plus contemporaines qui sont faites par des artistes d'aujourd'hui, qui sont des autodidactes. Et on va faire connaître ces gens surtout. En fait, même si ça se vend à un moment, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de marketing. Ces artistes n'ont aucune idée de ce que c'est de se promouvoir. J'ai travaillé sur cette collection depuis de nombreuses années. On est vraiment ce qu'on appelle des collectionneurs-chercheurs. C'est-à-dire c'est la transmission. C'est-à-dire qu'on cherche, on transmet une collection, une connaissance, et donc quand tu transmets, tu donnes. Tu gardes pas ça pour toi, c'est pas possible. Et puis j'aurais jamais pu le vendre parce que voilà. Alors si je vends de temps en temps quelques pièces pour en racheter d'autres, pour améliorer, comme tout collectionneur, mais il fallait absolument que la donation était fondamentale dans cette histoire. Donc le Centre Pompidou, à qui on a fait cette donation, n'avait pas d'art brut, parce qu'ils sont passés à côté, parce que ça a été méprisé pendant des décennies, cet art brut, il faut le savoir. Tous les conservateurs ne voulaient pas en entendre parler, les institutions muséales ne voulaient pas en entendre parler. Mais maintenant, depuis une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça sort, ils s'aperçoivent
qu'il y a un trou. Il y a un trou, un trou dans l'histoire de l'art. Peu tard pour moi, trop tard, mais... Le problème, c'est que c'est même pas un problème d'argent, même si ça en est un, c'est qu'il y a des œuvres qui sont absolument introuvables. Des choses historiques qu'on ne trouvera plus jamais parce qu'elles sont rarissimes et que j'ai commencé une période, j'ai pu les acquérir. Puis les histoires de chacun de ces artistes est extraordinaire. Ça, je sais pas comment on va la raconter dans notre expo, mais c'est des histoires, c'est des héros, ces gens-là. Que les gens apprennent à connaître chaque artiste, Bien sûr. S'ils sont intéressés, qu'ils puissent rester, même les écoles, faire venir les écoles pour voir comment c'est possible qu'on ait laissé cet art-là dans la nature. Mais le grand paradoxe de tout ça, c'est que les artistes du XXe siècle, eux, s'intéressaient à ça. Lui, il s'est intéressé, Velikovic s'est intéressé à l'art. Picasso, on parlait tout le temps. Évidemment. Les surréalistes, évidemment. Tous ces gens sont passionnés par ça. Dada s'y est intéressé. Le surréalisme, évidemment, les avant-gardes, en fait, toutes les avant-gardes du XXe siècle se sont intéressées à ça. Mais souvent, chez ces gens-là, il y a une espèce de responsabilité morale très très importante, c'est-à-dire qu'ils sont convaincus qu'il faut tenir les choses et que s'ils arrêtent de travailler, tout va se casser la gueule. Šla mi ta knížka jednou za život a jednou za 500 let byly povodně, že jo? A pak se nedivte, že jsem si myslel, že jsem to zapomněl já tu knížku. Právě takový to tušení, že něco bude, že se něco stane, já cítím prostě, já ten vesmír celý cítím. Proto mě neustále třeba bolí ten žaludek nebo to, protože furt je nějaký průser v tom vesmíru, furt se něco děje. Quelque part, j'ai toujours écouté au pied de la lettre ce qu'ils nous racontent, même si ça paraît délirant. Leur parole a toujours une part de vérité. Donc c'est vraiment des gens qui ont une manière de percevoir le monde qui est probablement, on dit délirante, mais en même temps, ils touchent à une forme de vérité absolument extraordinaire. Dans l'art brut, il n'y a pas que des schizophrènes, des psychotiques. Il y a aussi des autodidactes, des gens comme ça qui sont très marginalisés socialement et qui trouvent des moyens de raconter le monde. Ce pouvoir de subversion, il n'est pas volontaire de leur part. Il se trouve que ça a un effet dynamite, évidemment, parce que ça va à l'encontre de la norme, à l'encontre des stratégies, à l'encontre de tout. Donc forcément, ça a un pouvoir de subversion énorme, mais c'est jamais par volonté de choquer. C'est des gens qui ne savent pas ce que ça veut dire de choquer, ils font, point. C'est pour ça qu'il y a une authenticité et puis quelque chose qui est très émouvante, parce qu'il n'y a pas volonté de choquer le bourgeois, quoi. C'est vraiment pas. Donc mais c'est vrai que ce qu'ils font, les écritures qu'ils inventent, les systèmes mathématiques qu'ils inventent, parce qu'ils réinventent tout, ils inventent la géographie, l'histoire, est évidemment extrêmement subversif, puisque tout d'un coup, ils nous montrent des choses qui n'ont rien à voir avec nos normes à nous, puisqu'ils sont hors cadre, voilà. Donc c'est subversif. Mais ça l'est d'une façon spontanée et sans calcul, avec un respect extraordinaire, mais complètement réinterprété avec leur monde fantasmagorique. Et c'est d'une beauté extraordinaire. Parce qu'ils sont, encore une fois, ils sont sur autre chose, donc c'est plus de la provocation, c'est un autre, c'est un décalage, c'est un pas de côté.